Je fais une vidéo globale et sommaire pour commenter cette très intéressante et très importante d'un point de vue conceptuel réaction épidermique à laquelle dont j'ai été entre guillemets victime d'une manière théorique, mais c'est pas très important, j'ai mis suffisamment d'extraits pour qu'on comprenne à peu près le contexte. Pour faire le point sur des méthodologies, donc je vais parler de Christophe, j'ai un tout petit peu parlé de l'eau, puisqu'il a parlé, mais c'est pas très... L'eau n'a fait que dire que je radotais, il a parfaitement raison, je vais juste expliquer pourquoi je radote. Et puis je ferai des petites vidéos, ensuite je sélectionnerai des extraits, je vais faire un fil Twitter, pour montrer et là ce sera évident, pour montrer chaque point technique très intéressant et qui explique là pour le coup le vrai radotage négatif, parce que moi je radote en tant que je présente une théorie basée sur une étude qui peut être erronée, mais je la radote, mais je suis le seul à la dire, donc il est un peu normal de la radoter, j'essaye de... Mais le radotage stérile et en boucle sur identité, guerre culturelle, grand emplacement, enfin tous les hoquets conceptuels, je ne dis pas qu'ils sont faux, hein. Je dis qu'ils sont stérilisants, c'est rare que ça amène les gens qui souvent sont plus ou moins actifs dans les milieux de droite sécuritaire, à se tirer une balle dans le pied, à ne pas réussir à regarder l'islam en face, et ne pas pouvoir l'endiguer, et en plus ils se ridiculisent aux yeux des gens qui sont plus distanciés et qui écoutent, puisque là pour le coup ils radotent et ils sont plusieurs, donc c'est plus grave. Quand une seule personne radote, vous dites bon c'est sa théorie, elle radote. Là on a un radotage stérile et de la part de tendances générales qui mène à l'islamo-droitisme qui est en forte augmentation, et vous avez des gens qui sont encore entre guillemets égarés dans le camp réaliste, mais sur les droites sécuritaires, qui est peu à peu happé par les nazis, qui est une entité qui grossit à l'extrême droite, parce que ne trouvant pas, bon d'abord ils ont commis l'erreur d'avoir des comptes qui sont qu'à moitié anonymes, donc ils ont très peur de l'islam, et comme ils ne veulent pas en prendre conscience, ils s'inventent des excuses pour ne pas trouver le fléau islamique si dangereux que ça, et donc ils attaquent des trucs anecdotiques qui ne sont ni vraiment réels, ni vraiment bien définis. Ils s'attaquent au croque-top, hein. Moi je résume souvent ça en disant ils s'attaquent au croque-top. Donc là, j'ai mis la fin avant le début, en fait. J'ai compilé 2 extraits, mais j'ai mis exprès la fin avant le début. On entend le résultat d'un crash, de Christophe en l'occurrence, mais de positionnement. Je ne ferais pas cet effort s'il n'était pas un peu représentatif de ce délire cognitif. Puis ensuite j'ai mis le début. Donc Christophe il me présente comme quelqu'un qui a un problème avec les avec les poils pubiens, etc. Blabla, tout ça pour essayer d'évaluer en fait une remarque que j'ai faite qui n'a absolument aucune importance. Ça ne se fera jamais, je ne serai jamais suivi, et puis je suis même pas sûr que si je pensais être suivi, je serais d'accord avec ma propre proposition, qui est d'interdire le droit de vote aux hommes et le pouvoir politique aux hommes pour le réserver aux femmes et de rendre consultants les mecs. J'étais monté dans le space au départ pour dire que les équations sérieuse, quand on étudie le problème sur le terrain, qu'un tel truc, quels que soient ses inconvénients, a plus d'avantages parce qu'il aurait l'avantage de démarquer l'Occident de l'islam et de permettre une guerre ouverte avec l'islam, avec l'éradication de l'islam. Voilà. Et selon des modalités que j'ai précisées dans diverses vidéos, mais évidemment comme on ne le fera pas, comme on ne va pas vaincre l'islam de cette manière, et en particulier la proposition que je fais permet bien au contraire de retrouver une virilité assumée en Occident qui s'est un peu perdue, d'éliminer, enfin pas d'éliminer, mais je veux dire que naturellement les hommes soja disparaissent, etc. Et vous allez voir, parce que c'est super marrant, la théorie que je propose en fait, après avoir étudié quand même, je peux me tromper, mais après avoir pris du temps et constaté, écouté les structures verbales, les lapsus, les intentions, parfois les déclarations tout à fait assumées, la théorie que je propose justement, elle redonne une place complète à l'homme dans sa virilité débarrassée de ses postillons revendicateurs, puisque je suis musclé, je suis intelligent. Certains hommes sont intelligents et musclés, mais vous ne pouvez pas tirer une revendication d'intelligence en passant un test de muscle. C'est aussi bête que ça, hein. Ce qui fait que le muscle et la testostérone doivent être considérés dans leur plénitude et dans leur essence, au sens, dans leur ontologie. Et donc, quand je dis ça, mon discours se retrouve transformé en je serais plus ou moins Sandrine Rousseau, j'aurais eu des problèmes avec mes poils pubiens quand j'étais petit, j'en veux aux hommes, je parle de slip sale et de pénis qui pue, à cause de moi, si on me suivait, l'Occident se féminiserait encore plus et s'écroulerait, vaincu par la virilité islamique, etc., etc. Et au passage, on entend Christophe nous parler de ouais, en Occident, on ne sait plus les vraies valeurs, aujourd'hui c'est le dernier portable, le dernier iPhone, enfin voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend exactement la propagande islamique. Et si je dis ça, je suis parfaitement conscient que Christophe est pour résister à l'islam et qui travaille pour ça, et il a du mérite parce qu'il appartient à une sphère qui est complètement dans le déni, hein, il appartient à une sphère islamo-droitiste
Enfin même, je ne sais même pas si on peut la qualifier de droitiste, enfin c'est pas LFI, il n'est pas chez LFI, mais il tient un discours LFiste, involontaire, LFiste avec une petite différence qui est des propositions différentes économiques et un nationalisme plus affirmé. LFI est même carrément contre le nationalisme, hein, donc il est à l'opposé total de LFI pour ça, mais pour le reste il tient un discours, donc il prétend s'inspirer d'un paradigme marxiste. Il a son copain Philippe Comte, mais Philippe Comte, lui, il a fait volontairement, bon Philippe Comte, il est un niveau au-dessus quand même, mais il a fait volontairement l'impasse sur l'islam par caprice. Philippe Comte s'amuse. Christouf ne donne pas l'impression de s'amuser, il se crache en ne voulant pas se cracher. Voilà, donc on se retrouve avec ce discours islamo-droitiste qui rejoint l'interview qu'avait donné Patrick Buisson, donc on est toujours sur ces sphères islamo-droitistes. Il dit, vous vous trompez en combattant l'islam, les musulmans, je préfère une femme voilée qu'une adolescente en string de 13 ans. Donc on voit les fantasmes de Patrick Buisson, il s'imagine qu'il y a des adolescentes de 13 ans en string sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs j'aurais plutôt tendance à penser que les musulmans sont supérieurs et non pas inférieurs. Eh bien vous avez en filigrane un Christouf qui, sans se l'avouer à lui-même, ou peut-être même en se l'avouant à lui-même, rejoindrait plutôt Patrick Buisson. Et donc Christouf, à ce titre, du fait qu'il a quand même été sensibilisé, c'est d'ailleurs assez étonnant, mais je pense que c'est normal, c'est parce qu'il allait dans beaucoup de space, et il a dû être choqué par quelques points concernant l'islam, qu'il est ensuite allé regarder, et il a trouvé les textes. Alors il est débutant en islam, hein, il est pas. Puis d'ailleurs il fait rire les musulmans quand il parle. Bon, c'est aussi à cause de sa voix, à cause de sa photo, son idolâtrie de la photo du général de Gaulle et d'un concept du général de Gaulle qu'il a complètement transformé, mais bon, peu importe. Mais il est un électron libre par rapport à sa sphère islamo-droitiste, puisque il est un des seuls hein, qui a travaillé la question de l'islam, et bravo à lui. Le problème, c'est que sans s'apercevoir, il rejoint tout leur discours, y compris jusque dans la critique de JC de Razang, en faisant un homme de paille et en me faisant dire quasiment l'opposé de tout ce que je raconte. C'est-à-dire que je serais anti-virilité, que je serais pro-femme, que j'ai un problème avec la masculinité, que j'ai des... Voilà. Donc, et que je suis un adepte de la vie et que je renonce à la survie. Donc je voudrais quand même corriger quelques points techniques avant de terminer cette vidéo sommaire, et après je parlerai du radotage que m'impute l'eau, et puis de méthodologie. Je l'ai dit dans le space, je sais pas si j'ai arrivé à le remettre sur le rec parce que c'était quand même à des moments un peu éparses. J'ai redit, la survie est absolument fondamentale et c'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin sur ce que signifie condition nécessaire. Vous ne pourrez pas vivre si vous ne survivez pas, c'est une évidence. La palisse ne dirait pas mieux. Et pas moins. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller au-delà de la palisse pour rappeler que la survie est une condition nécessaire. Si vous ne prenez pas garde à votre survie, par exemple, si vous ne prenez pas garde à l'acheminement des denrées alimentaires, vous allez mourir de faim. Donc ce ne sera pas la peine d'envisager un programme sur 2 ans de promenade en discothèque au Club Med, parce que en mourant de faim, vous n'allez pas faire grand-chose et vous ne vous éclaterez pas au Club Med. C'est devenu, je serai contre la survie, mais pour la vie. Vie au passage qui est dépeinte de manière dégradée par Christouf, qui prend quelques exemples, qu'on retrouve exactement dans les discours islamiques, qui sont Gillette Mac 5, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Gillette Mac 5, iPhone, individualisme, etc. Ce qui l'amène aussi à m'accuser de penser à l'individu et pas au collectif. Voilà. Je vois à aucun moment où j'ai évoqué ça. Et puis ensuite, il se raccroche à la religion de l'évolution. Bon voilà, c'est son truc. Bon là, il est clairement dans le paradigme religieux. Ça s'entend. Voilà. Et pour ça, pour alimenter ça, finalement, il tape sur JC de Razan qui n'a aucune importance et qui ne fait pas d'audience, en quasiment retournant tout ce que je dis. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il prétend m'avoir écouté. Ce qui montre que non. Parce que même s'il voulait mentir, qu'il m'avait écouté, il ne pourrait pas faire à ce point-là des contresens et fabriquer un homme de paille aussi caricatural. D'ailleurs, il a provoqué du scepticisme. C'est-à-dire les gens l'ont rejoint pour dire qu'ils ne souhaitent pas que les hommes perdent leur droit de vote, et leur vérité. Mais comme il répondait à Gérard Christouf, évidemment, mais ce qui montre que finalement mon radotage n'a marché que partiellement. Ensuite, il me fait des reproches d'inventer des concepts, parce qu'il dit la science, la science, la science. Moi, je suis un scientifique du même niveau que les gens qui écrivent des livres que Christouf lit, et donc j'en ai rien à battre. Si vous voulez, autant aller voir l'auteur. Si vous lisez un bon livre d'un scientifique qui est certifié, si vous le rencontrez, c'est encore mieux, parce qu'il pourra rentrer dans des détails. Là, les contraintes d'édition font qu'on écrit toujours des trucs assez merdiques à côté de ce qu'on a trouvé et de ce qu'on pense. Faut pas idéaliser les livres. Mais par ailleurs, c'est normal que j'invente mes concepts. Et puis si j'écrivais un livre qui était reconnu, ce qui ne sera pas le cas, puisque c'est dans le contexte de taper sur l'islam, et il est interdit factuellement
d'écrire des livres qui tapent sur l'islam, puisque c'est la maison d'édition saute, les écrivains sont égorgés, etc. Mais passons pour ce petit détail, on va dire. Bah là, il dirait, ah ouais, il y a un mec qui a écrit un livre, voilà. Et donc finalement, ce qu'il dit, au lieu de profiter de la chance que je me trompe peut-être, mais que j'ai effectué une analyse, j'ai réellement analysé, ça, comme un laboratoire médical, hein, j'ai réellement prélevé de la substance, et comme il dit, c'est pas des milliers de personnes que j'ai eu en audit, c'est à peu plus de 400 000. J'ai évalué un peu plus de 400 000 musulmans en 10 000 heures d'écoute de leurs entretiens quand il n'y a pas de contradicteur, c'est-à-dire quand ils sont à l'aise, quand ils sont entre eux. Et j'ai fait le calcul, hein, c'est environ, j'en ai entre 200 et 600 000, donc on prend la moyenne 400 000. J'ai quasiment écouté un tiers de la France. Un tiers de la France, non pas, un tiers, enfin, en fait, j'ai pas écouté que des radicaux, donc je peux pas dire, des radicaux il y en a environ 500 000, je peux pas dire que j'ai écouté tous les radicaux, il y a un tiers, voilà. Mais disons que je suis sur un ordre de grandeur d'avoir vraiment écouté beaucoup de monde, d'avoir pris des notes, d'avoir fait des calculs, d'avoir analysé ça sans prétention, c'est-à-dire en utilisant de réels outils algébriques pour éviter les biais, etc. Et à la fin, j'ai dégagé les grandes lignes, et depuis je les radote. Voilà, et là maintenant je réponds à l'eau, oui je radote des conclusions, je suis pas là pour argumenter, pour m'entendre bien avec des gens, pour mettre de l'ambiance dans l'espèce, non, je radote des conclusions, et apparemment vous les avez entendues, et certaines ne vous plaisent pas, entre autres, sur la dualité homme-femme. Mais effectivement, je les radote, et ça, Lo, il a tout à fait raison de dire que je les radote. Après, il fait de l'homme de paille, il répond à des trucs que je ne dis pas. Hein, je le rappelle, le système que j'ai plus ou moins évoqué remet l'homme, justement, dans sa virilité et dans sa testostérone. Donc eux, ils considèrent que je veux transformer les hommes occidentaux en hommes soja. C'est quand même ce qu'ils ont dit, hein, vous pouvez l'entendre sur l'extrait. Donc on voit à quel point les space tweeters ne permettent pas un échange, alors sans comparer ça à des séminaires à la fac, à des travaux écrits, on a quand même quand les gens vous écoutent, on a quand même une forte tendance à ne pas entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et voilà. Alors après, par contre, Lou, il a raison sur le fait que je radote. Je le redis, je présente des conclusions. Je ne vais pas les transformer. Ce serait pas sérieux de ma part si après avoir étudié des mécanismes, inventé des mots pour en parler, ce serait pas sérieux si une fois que je suis arrivé à peu près à des conclusions qui sont robustes, hein, je pourrais écrire un rapport, je pourrais écrire un livre, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais bon, le rapport, pas le livre. Je serais pas sérieux si je changeais comme ça la petite semaine, que je venais faire mon blabla, genre ah ouais, il y en a marre des immigrés, ouais, remigration, etc. Chose qui n'arrivera jamais et qui est une manière c'est du LFisme. Parler de remigration, c'est du LFisme, c'est politique de l'autruche. Donc évidemment, là, on peut nuancer. Quand on milite politiquement, on cherche des rhétoriques, on cherche des punchlines. Moi, c'est pas du tout le rôle que je me suis assigné. J'ai un compte Shadowban. J'ai encore reçu hier le libellé. Donc en plus, ils sont chiants, ils me préviennent, ils me harcèlent le logiciel Twitter en me disant nous avons mis un libellé, vous ne serez vu que par les personnes qui sont abonnées à vous et à la condition qu'elles cliquent et qu'elles décident d'aller voir vos tweets. Donc c'est que j'ai très peu de vues et que je le sais depuis un an et que ça ne me pose pas de problème, que j'ai un compte d'archives. Mais réellement, je n'ai pas d'intérêt. Enfin, à quoi ça va me servir d'inventer des punchlines débiles ou de faire de l'intervenant faussement intellectuel qui a lu beaucoup de livres? Non, je présente des conclusions, elles sont peut-être fausses, mais j'ai pris soin de bien écouter les gens. Personne, je pense, je vais vraiment être prétentieux, mais je pense que sur cette problématique, il est probable que personne au monde n'ait fait autant d'audits et écouté autant de gens aussi longtemps, de manière aussi patiente, aussi avec un grand effort pour être neutre, ça ne veut pas dire que j'ai réussi, mais un grand effort pour être neutre, pour reprendre, chercher la reproductibilité, chercher le critère de Popper, etc. Et oui, les conclusions déplaisent, mais elles peuvent déplaire, puisque évidemment les gens n'ont pas ils créent leur militantisme et leur idéologie en fonction de leur goût. Il est normal que le résultat d'une étude ne vienne pas pour servir des gens comme Christophe et Lo, puisque sont pas, bon, Lo, je ne parle plus de Lo, je vais parler de Christophe. Christophe, il ne fait qu'alimenter ses fantasmes en allant puiser des documents. Il fait du biais de confirmation, mais alors lui, lui, c'est le champion de ça, il est connu comme tel sur Twitter. Mais non pour aller contre Christophe ou pour dire des choses qui déplaisent à Christophe, je ne tomberai pas dans le piège d'édulcorer ou de ne pas radoter. Quand on est présent tous les deux sur un space, je radote et je m'en fous qu'il me critique, et je trouve ça même très bien, parce que là, il m'a vraiment apporté énormément de contenu. On voit une tendance qui est très fréquente dans les milieux, je sais pas, je pourrais les qualifier de texans peut-être, si je devais leur donner un nom. Donc c'est des gens qui ne sont pas encore, qui résistent à devenir antisémites, qui sont déjà anti-femmes. Ils sont donc sur une pente, j'ai un coefficient de corrélation gigantesque, hein, entre anti-femmes et antisémites, c'est quasi 100%. Ils sont sur une pente glissante qui ne me permet pas de les classer comme quelqu'un qui dans 3-4 ans sera toujours
on va pas sombrer. Donc je ne sais pas si Christophe va devenir antisémite sous la pression subconsciente de tous les délires qu'on entend actuellement. Il y en a plein qui ont chuté, hein, il y en a qui ont sombré, il y en a même qui assument maintenant que ils assument se revendiquer d'Hitler, ou presque, hein. Vous avez Edouard Vénus, vous avez Ting, sans parler des Dilos et Michael Abedeka. Vous avez un gars qui a été obligé de changer son arrobase parce qu'il avait pris comme arrobase Goebbels, il ouvre des spaces. Christophe, il y intervient en toute tranquillité. Pour vous dire, Christophe n'est pas capable de détecter un nazi. Et un nazi assumé. Je veux dire, comment vous pouvez... Enfin, parce que là, c'est du matériel, c'est du factuel. Comment il peut se dire qu'il a une méthodologie correcte s'il ne peut pas identifier un nazi? Eh bien, moi, je vais vous répondre. Son problème pour identifier les nazis, c'est tout simplement que ça ne l'arrange pas. Et encore une fois, on est dans le déni. Ça ne l'arrange pas de penser que quelqu'un chez qui il va pouvoir parler est un nazi qui ouvre un space avec un autre arrobase. Je ne sais plus, il a pris comme arrobase François Vincent ou Vincent François, peu importe, hein, c'est pas très important. Et par ailleurs, vous avez dans ces thèses nazies, enfin antisémites et nazis, c'est un peu, voilà, ils sont un peu à cheval. Vous avez l'islamo-droitisme qui se construit. Le vrai problème, ce serait les juifs qui dominent le monde et non pas les musulmans, qui seraient en réalité des pigeons dans cette affaire, à qui les manipulateurs francs-maçons et sionistes auraient réussi à construire une mauvaise réputation. Voilà, donc ensuite, concernant, alors qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un autre truc aussi qui est frappant, c'était plus méthodologique. Alors je rappelle, c'est 3 dimensions. Alors c'est pas des dimensions sur le corps des réels, c'est une somme directe de 3 espaces vectoriels, et l'islam détruit, enfin a tendance à détruire la lutte contre les baisses de foi, un des 3, et il leur en reste 2. Donc l'occidental perçoit en 3D, en additionnant, en faisant une somme directe de 3 espaces vectoriels, qui en gros il y a plaisir, douleur, etc., gentillesse, dégoût, une dimension de ces types d'émotions-là, des dimensions de confort, le bon, on pourrait appeler ça le bon, la perception du bon, du mauvais, de la souffrance et du confort, du plaisir physique. Vous avez une deuxième dimension qui est la libido abstraite, hein, j'entends pas le fait de... Enfin, cette libido, par exemple, elle n'existe pas sur les plaisirs. Alors vous avez beaucoup de gens partiellement handicapés sexuellement, qui ne voient dans la pratique de la sexualité que le plaisir. Donc bon, c'est assez compliqué, mais en gros, je vais vous dire, parce que la différence est très facile à expliquer, il existe des films porno, il existe tout un marché du porno, où, à part en se masturbant, les gens n'auront pas de plaisir direct physique, ils n'ont pas de partenaire, ils vont voir un film, quoi. Il n'existe pas de film qui pendant 2 heures vous montre des gens manger du très bon chocolat et vous avez l'impression de le manger. Voilà, non, ça n'existe pas. Tout simplement parce que dans la sexualité, cette dimension, vous avez une somme directe entre le plaisir, qui est très souvent la seule chose que ressentent, je dirais, les petites gens. Vous voyez, ils fantasment pas, ils n'ont pas de libido, ils ont atrophié, ils sont un peu handicapés, ils voient dans la sexualité à la fois la reproduction et le plaisir physique que ça donne. Et ces gens-là ont beaucoup de difficultés, parce que, enfin, c'est pas des difficultés très visibles, mais premièrement, voilà, ils trouvent que c'est pas si mal de ne pas commettre d'adultère. Enfin, les religions combattent la deuxième dimension de la libido parce que, d'une part, sur cette dimension-là, l'islam, là, pour le coup, les musulmans, ils ont bien leur récepteur, mais ils sont homosexuels. Donc, ils ont tendance à le faire en douce, donc ils ont inventé tout un tas de systèmes pour cacher leur homosexualité, mais la plupart des musulmans sont homosexuels, hommes sont homosexuels, et ils sont homosexuels sur cette dimension alors qu'ils sont hétérosexuels sur la première dimension. Mais les gens non musulmans certains ont une atrophie de la libido et ont besoin de coucher avec un partenaire, ont besoin qu'on leur fasse une fellation, enfin bref, ils sont réduits à des pratiques qui vont avoir une réalité corporelle et ressentir du plaisir. Et de ce fait, soit ils ont une libido, mais grosso modo, elle peut être très atrophiée, très faible, très fragile. Et ils vont être malheureux. Voilà. En fait, le résultat, c'est que tout simplement, ils n'auront pas une vie géniale. Parce que il y a quelque chose qui leur manque. Enfin, voilà. Et alors, je vous invite, c'est un très bon exercice. Donc, il y a le positif et le négatif. Hein. Il y a plaisir, douleur, souffrance, dégoût, etc. Pour la dimension 1, pour cette dimension 2 de la libido, vous avez le positif, hein, que la plupart des gens comprennent, c'est la fantasmagorie sexuelle, le fait d'avoir des fantasmes, le fait d'être excité et de désirer sexuellement, etc. Et je vous invite, c'est un bon exercice pour voir si vous avez compris, à trouver le négatif. Je donnerai exprès pas la réponse parce que le négatif c'est vraiment passionnant la réponse. Et vous avez une troisième dimension qui est tout ce qui relève de l'espace vectoriel gérant le beau et le glorieux.
qui va faire par exemple que vous allez passer un superbe moment, émotionnellement parlant, en allant regarder des héros au cinéma, que ce soit dans des films de science-fiction ou que ce soit dans des... voilà, vous allez vous identifier à James Bond. À ce moment-là, vous êtes juste assis dans un fauteuil de cinéma, mais l'émotion que ça vous envoie n'est ni un plaisir, ni une libido, c'est une gloire. J'appelle ça gloire, le mot n'est pas bien choisi, c'est-à-dire le beau. Voilà, c'est bon. Et le déficit islamique, enfin, le handicap psychiatrique infligé aux musulmans, c'est qu'ils ne perçoivent pas cette dimension-là quand ils regardent une femme. Ils ne la voient que sur les 2 premières dimensions, et pour beaucoup, que sur la première. Ils ne voient pas la deuxième, ils n'ont pas de libido, puisque leur libido est dirigé vers les hommes. Donc il serait faux de dire qu'ils voient les femmes en 2 dimensions, avec la libido et le plaisir, mais qu'ils ne peuvent pas percevoir, ils n'ont pas de récepteur qui leur permet de percevoir la gloire d'une femme. Ce serait faux, parce qu'en réalité, en dimension 1, ils perçoivent les femmes, ils ont envie de les pénétrer, souvent de les violer, mais bon, de les pénétrer, de force, hein. Plus ou moins l'islam, il n'y a pas... Le consentement féminin n'existe quasiment pas en pratique parce qu'ils ne savent pas avoir un rapport sexuel vraiment accompli. En moyenne, hein, je parle, il y en a qui baissent très bien, mais en moyenne, ils ne savent pas trop. Donc c'est une grande misère sexuelle, en fait, déjà, mais à la base, c'est parce qu'ils sont en dimension 1. Ils sont en dimension 1, et voilà. Mais là, sur la dimension 2, ils ont leur récepteur, mais ils les tournent vers les hommes. C'est la lutte à l'huile en Turquie, enfin bref, c'est l'homosexualité islamique. Il faut savoir que le record, toute catégorie sans comparaison possible, de consultation de sites gays et de moteurs de recherche gays, gay-born, c'est le Pakistan. Voilà, c'est le pays le plus islamique et le plus stabilisé dans l'islam de la planète qui va le plus et de très loin devant. Voilà, c'est la courbe. Voilà, donc après moi j'aime pas trop me servir de courbe parce qu'on peut faire un peu dire ce qu'on veut, mais là on a au moins quelque chose de clair, net, de cash. C'est pas très compliqué. Vous consultez les informations, vous verrez. Voilà, et ils ne perçoivent pas. Ils ont une atrophie, enfin même souvent comme si c'était une amputation, ils se sont amputés de la possibilité de percevoir la gloire du féminin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas compatible avec une perception conjointe que l'islam viendrait de Dieu. Parce que l'islam ne contient pas d'attestation, en fait il contient les attestations opposées, que les auteurs du Coran et des textes savent ce que c'est qu'une femme. En fait, ils étalent leur ignorance de ce que c'est qu'une femme d'une manière absolument évidente et éblouissante. C'est pas tant qu'ils les maltraitent, qu'ils leur veulent du mal, qu'ils veulent les soumettre. Tout ça, c'est en aval, c'est des symptômes. C'est avant tout, comme ils savent pas ce que c'est, et comme ils ne les perçoivent pas, et ils préfèrent les maltraiter pour cacher pour cacher leur carence, pour cacher leur handicap mental. Mais à la base, ils les perçoivent pas, et si vous enlevez tous les versets qui maltraitent les femmes, et toutes les instructions qui maltraitent les femmes, dans l'islam, ce qui reste, ça vous parle pas des femmes. Même quand ça utilise le mot femme, vous vous dites ah ouais, ok, c'est quelqu'un qui est jamais venu sur la planète Terre rencontrer une femme. Là, c'est un extraterrestre. Au moment où il est passé sur la planète, il a rencontré que des hommes. Voilà. Bon, donc c'est très simple. C'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Parce que bon, en tout cas, j'ai fait un souvenir. Et un truc. Bon, donc voilà, je redis, j'espère, en tout cas, je me sens pas féminin, je me sens pas, alors parfois pour rigoler ou pour troller, je dis je suis une femme à l'intérieur de moi. Bon, a priori, il n'y a pas de signe, hein. Enfin, j'ai pas une vie qui donne l'impression que j'étais une femme à l'intérieur de moi. Je pense que beaucoup d'hommes qui vont bien, donc en dehors de l'islam la plupart du temps, mais il peut même y avoir des musulmans qui vont bien, c'est rare, mais ça peut exister, ont leur récepteur du féminin et ils sont comme moi, quoi. Ils sont capables de se mettre à la place d'une femme, comme une femme est capable. Ah oui, voilà. Je reviens sur cette erreur absolument gigantesque de cette notion d'homme soja, comme quoi je voudrais féminiser les hommes occidentaux. Alors que c'est exactement l'inverse, c'est exactement l'opposé, donc c'est quand même une erreur assez gigantesque, c'est pas. Avoir les récepteurs, quand vous avez des pigments bleus dans l'œil, ce qui vous permet de voir le bleu, est-ce que ça veut dire que vous êtes habillé tout en bleu? Non. Vous pouvez vous habiller en orange, en survêt, en costard cravate rouge. Ça existe, hein, dans James Bond, on a parfois des costards qui ont des couleurs assez bira. Orange, je l'ai pas mal vu dans certains vieux épisodes de James Bond. Mais bon, vous pouvez aussi mettre un costard cravate de Men in Black. Hein. Vous aurez vos récepteurs du bleu. Ça n'a absolument rien à voir. Avoir les récepteurs, c'est avoir une carte intérieure neuronale de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est l'autre. C'est-à-dire on sait à qui on a affaire avec l'autre. Et c'est très intéressant de constater qu'un grand nombre de gens et de mâles n'arrivent pas à faire la différence entre savoir à qui on a affaire et être cette personne. Et je pense que ça c'est vraiment fondamental. Quand Christophe pense que je veux féminiser les hommes en dénonçant ceux qui n'ont pas les... Et en l'occurrence, je dénonce que les musulmans. En Occident, la destruction des récepteurs du féminin n'est pas quelque chose de systémique et de naturel. Mais qui dit que je veux féminiser les hommes et que je révélerai cette intention, en dénonçant l'absence des récepteurs du féminin, il fait un collapse qui l'amène
à révéler son propre état mental avant tout. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui ne voit pas le rouge, il n'a pas de récepteur de pigment rouge, et quand la personne à côté elle a des récepteurs de pigment rouge, et donc si on la met dans une cave où il n'y a que de la lumière rouge, elle verra les tables, les chaises, les placards, tout ça, alors que l'autre il sera dans le noir. La personne qui a les récepteurs du rouge, ça devient dans la bouche de Christophe quelqu'un qui est habillé en rouge. Je ne sais pas si mais je ne sais pas si on réalise l'énormité involontaire, il est de bonne foi, l'énormité involontaire de son erreur. Son subconscient parle. Si tu sais ce qu'est une femme, c'est forcément que tu es féminin. Donc en fait, il est en train de nous, sans le vouloir, d'expliquer que lui ne sait pas, ou qu'en tout cas, il appelle à ce qu'on ne sache pas ce que c'est une femme, parce que sinon on serait féminin. C'est une ignorance totale de la carte abstraite de ce qu'est un être vivant, qui ressent et qui agit. L'action et le ressenti n'ont pas les mêmes propriétés mathématiques et algébriques. Quand vous recevez une information, vous ne l'avez pas émise. C'est quelqu'un qui vous l'envoie, vous êtes le récepteur de l'information. Ça ne vous engage en rien à l'émettre. D'ailleurs, ce serait con, sinon vous seriez juste un intermédiaire, un relais. Voilà. Mais dans la tête de Christophe, recevoir et émettre semblent se confondre au niveau de ce discours. Voilà, et je vais associer dans le tweet aussi, vous allez voir qu'en Occident patriarcal, les gens peuvent parler une demi-heure, une heure, mais j'ai eu exactement la même réaction que celle de Christophe dans un space musulman, mais ça dure 2 secondes. C'est nique ta mère, fils de pute. Je venais juste de dire que ce serait bien de supprimer le droit de vote aux hommes, et j'ai pris du nique ta mère, fils de pute, mange tes morts, blablabla, nique ta mère la pute, nique ta grand-mère la pute. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. C'était beaucoup plus concis que les discours de Christophe, mais évidemment, les uns étaient musulmans, modérés certes, mais musulmans, il y avait beaucoup de femmes dans le space, et les autres étaient occidentaux et passent par des chemins plus complexes, mais il faut qu'ils arrivent à prendre conscience que c'est pas parce qu'ils passent par ces chemins en apparence complexes, parce que ça fait mieux sur des space Twitter, qu'il n'y a pas une manière correcte de résumer un certain nombre de pulsions qu'ils ont. Ah ouais, j'avais complètement oublié, donc je vais faire ce complément, je vais pas forcément compiler toutes les vidéos, je vais faire un thread. Avec les vidéos mises séparément. Il y a aussi un truc qui est contenu dans le discours de Christophe, c'est que je dis que l'islam est une maladie psychiatrique. Alors des gens lui ont répondu, mais autant que ce soit moi qui réponde aussi à cette façon de procéder, il dit ce n'est pas classé au DSM-5. Bon, je n'ai pas dit que c'était une maladie classée au DSM-5. Ensuite, il dit c'est comme les idéologies extrémistes ou qu'on doit combattre, faut pas qu'on dise que c'est une maladie. Mais l'islam c'est pas une idéologie. Ça, Christophe il est encore débutant, il a étudié les textes islamiques, mais il n'a pas compris l'islam. Et il n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui montent, qui prennent des grands airs et qui vous recrachent au grand, enfin. C'est bien quand il y a 15 ou 20 auteurs littéraires qui ont radoté leur théorie stérile, mais souvent ils vous sortent un auteur ou 2 auteurs et ils vous racontent du blabla de sociologues. Donc je rappelle, il n'y a pas de science. La sociologie, c'est... il y a quelques sociologues sérieux qui ont écrit des livres sympas à lire, mais je veux dire, ça n'est pas reproductible, ça ne satisfait pas le critère de Popper. Vous avez qu'à regarder les sciences de l'éducation. Ça fait presque 30 ans maintenant qu'elles ont été introduites à l'éducation nationale. Résultat, la France est dernière au classement dans l'enseignement des maths. Et dans l'enseignement de la physique. C'est-à-dire que les sciences de l'éducation ont craché le système éducatif français. Ce qu'on demande à une science, c'est au moins d'avoir des résultats. Voilà. Si elle n'a pas de résultats, elle est falsifiée. De même, on demande leur avis à des sociologues, et à chaque fois qu'ils donnent leur avis, enfin, dans beaucoup de cas où ils donnent leur avis, on s'aperçoit qu'en fait, on aurait mieux fait de leur interdire l'entrée au bureau qui devait prendre des décisions. Ils donnent la plupart du temps de très mauvais avis. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces endroits du CNRS et des instituts scientifiques comment dire, ils sont comme des enfants qui veulent exister sans rendre de compte à la vraie science, et donc ils ont fait une espèce de grosse bouillie, de gros gloubi-boulga entre leur délire, 3 théorèmes de statistiques qu'on pourrait dans un bon pays limite enseigner en collège, et bon bref, c'est un alignement de débilité complètement, enfin la plupart du temps. Et la psychiatrie n'a jamais prétendu être une science. Voilà. Les vraies sciences ne prétendent pas être des sciences. Il n'y a aucune science qui a le mot science devant son nom. Il n'y a aucune vraie science qui a le mot science. Quand vous voyez le mot science devant un nom, c'est que ce n'est pas une science, c'est que ce sont des imposteurs. La biologie, on ne dit pas science biologique. La physique, on ne dit pas science physique. Là, les maths, on ne dit pas science mathématiques, etc. Les vraies sciences n'ont pas de revendication qu'elles sont des sciences. Déjà, pour commencer. Ensuite, quand vous entendez le mot science dans la bouche de Christophe, je crois que d'ailleurs certaines personnes l'appellent Christophe, je sais pas si son prénom c'est Christophe, peu importe, partez en courant. Vous verrez jamais, vous ne croiserez jamais de science sur Twitter, éventuellement de la vulgarisation de quelques connaisseurs. Et j'ai remarqué un truc aussi sur les space Twitter, puisque en l'occurrence il se trouve que j'ai la chance moi d'être vraiment scientifique.
quand les gens montent et se disent connaisseurs en sciences, ils passent soit 80% du temps à s'affirmer. Voilà. Et quand ils commencent à parler, ils disent rien du tout. Ils disent des trucs, on pourrait dire, ça veut rien dire, voilà. Alors des fois ils essayent de vulgariser, mais quand ils vulgarisent, c'est la partie, c'est l'effort de vulgarisation détruit leur message. Donc voilà, d'une certaine manière, dire ouais machin, il dit que c'est une maladie, d'accord, c'est pas classé aux maladies, c'est comme si vous preniez le DSM-5 au sérieux. Le DSM-5, c'est un annuaire. C'est un annuaire et vous êtes en train de prendre un annuaire en disant ah regardez, il n'y a pas le numéro de téléphone de machin dessus. Voilà, ça marche pas du tout comme ça la vie. Et l'étude du réel, c'est pas vous prenez un recueil, vous regardez si un truc est dans la liste ou pas. La maladie que déclenche l'islam, j'ai décrite, je peux me tromper, mais je l'ai décrite. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est bien plus simple que la schizophrénie à comprendre. Et c'est reproductible. Vous pouvez le constater. Et pour prouver que, non pas que j'ai raison, mais que j'ai une approche qui a des résultats popériens, bah, j'ai piégé des dizaines et des dizaines de space, j'ai prévu à l'avance ce qu'ils allaient dire, et je dis, regardez, au nom de ce que je pense avoir compris, et de la théorie que j'ai construite, je vais monter à, je sais pas, 18h02, et je vous parie qu'à 18, je vais parler, on va un peu m'interrompre, je vais reparler, on va un peu m'interrompre, et je vous parie qu'à 18h20, vous allez entendre ceci, cela, et ça rate quasiment jamais. Le space musulman dans lequel je suis monté, que je mets dans ce fil, là, avec les écritures marron, et qui ne m'avait jamais vu auparavant, ne savait pas du tout qui j'étais, surtout j'ai utilisé un compte qui n'a sans publication, donc il ne pouvait pas savoir. Je savais exactement les réactions qu'il y allait y avoir, et elles ont eu lieu, on l'entend, je me fais traiter de tous les noms, parce que je propose que le droit de vote soit réservé aux femmes, mais je le savais d'avance. La maladie, c'est exactement comme si vous proposiez de mettre des discothèques partout dans un pays où les gens sont sourds de naissance. Et donc, vous allez déclencher chez eux une crise, une angoisse, parce qu'ils vont se dire, on va y avoir des gens qui bougent partout, venant de l'étranger, puisque moi, qui prétendent que quelque chose existe qui s'appellerait la musique, et quand ils bougent leur corps, ils prétendent danser. Mais moi, j'entends rien, ils savent même pas ce que veut dire entendre. J'ai vraiment pas envie d'être envahi par les discothèques. Voilà. C'est très très simple. Et donc quand vous avez un handicap, là en l'occurrence, je fais une analogie, mais quand vous avez un handicap et que vous l'identifiez, que vous pouvez le prévoir, le dessiner, et que les réponses que je prévois par ma théorie personnelle, il n'y a pas de souci, hein, j'ai rien de sérieux, je suis pas payé, sont exactement celles qui surviennent, on peut dire qu'il y a eu un travail de fait. C'est-à-dire j'ai mesuré le milieu et je sais à quelle température il est et de quelle couleur il est. Voilà. En tout cas, ça en donne l'impression, puisque je peux vous dire, attention, là, vous allez ouvrir un robinet, l'eau qui va en sortir sera orange. J'ai une théorie là-dessus. Les gens disent, ok, on va tester, ils ouvrent le robinet, l'eau qui en sort est orange. Ah ouais, mais comment tu savais? Parce que de l'eau orange qui sort, c'est pas courant. Hein. Le handicap islamique, c'est l'incapacité, je le répète, vous appelez ça une maladie ou vous ne l'appelez pas une maladie, c'est au choix. C'est un handicap en fait, hein, c'est une atrophie, c'est comme quelqu'un il manque un bras, il a eu un bras, il a été amputé d'un bras, il a que son bras gauche, mais il n'a pas son bras droit. C'est bien plus simple que la schizophrénie ou que certaines maladies qui se voient pas. Pour ce qui est de l'islam, ça se voit très bien, non pas les récepteurs du féminin. Voilà. Et je suis désolé, c'est un peu abstrait la notion de récepteur du féminin, puisque en l'occurrence, j'ai précisé dans l'audio d'avant qu'ils ont bien sur les trois types de récepteurs, de pigments récepteurs, pour faire une comparaison avec l'œil, ils en ont deux, il leur en manque un, le 3. Mais, ils en ont en fait qu'un, ils n'ont que le numéro 1, parce que le numéro 2, ils s'en servent pour regarder les hommes, et pour avoir une sexualité, pour avoir une libido homosexuelle, même s'ils consomment des femmes sur le plan de la dimension, à savoir du plaisir, de la reproduction. Et ça, c'est bien plus facile d'en parler que de parler des schizophrénies. Je ne vais pas avoir un prix Nobel de médecine pour avoir découvert ça. Peut-être j'aurai une validation collégiale si je propose, mais comme je ne le proposerai pas, et en tout cas je ne vois pas pour l'instant par quel canot on peut faire remonter une quelconque remise en cause de l'islam, c'est bouché, hein, vous n'avez pas de livre qui critique l'islam, je ne parle pas des livres qui font un peu semblant, vite fait, comme ça, mais vous n'avez pas aujourd'hui il n'existe pas dans la société, vu qu'on est terrorisé par l'islam, il n'existe pas de possibilité éditoriale ou de recherche. Dans les labos, ils disent que l'islam est très bien, et ils donnent du fric pour étudier un phénomène qui n'existe pas et qui s'appellerait l'islamophobie, mais dans les facs, dans les labos du Sénat, il n'y a qu'une seule personne, il faut voir, elle se promène en permanence protégée par des policiers, qui a dit 3 mg de critique sur l'islam en écrivant un livre qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux. Et d'ailleurs, pourtant, elle est extrêmement gentille et extrêmement consensuelle, et pourtant, ça a créé beaucoup de remous, on en a beaucoup parlé. Alors imaginez si vous disiez vraiment ce qu'est l'islam, c'est pas concevable, c'est pas concevable. Et donc, encore une fois, j'insiste, cette maladie, qui est un handicap, enfin qui dérive vers un handicap, elle est facile à la fois à en détecter l'origine, en décrire les symptômes et à dire comment elle évolue. Maintenant, si vous voulez, vous ne l'appelez pas une maladie, c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance de dire c'est au DSM-5, c'est pas au DSM-5. Moi, je peux vous dire que si on survit aux 20 prochaines années en ayant réussi à stopper, à freiner l'islam, ce sera au DSM 6 peut-être, je sais pas comment on va l'appeler, ce sera dans le prochain DSM. Mais évidemment pour ça, il faudrait que j'ai du succès, que j'arrive à convaincre
des chercheurs, et pour ça c'est pas sur Twitter que je vais aller, je vais écrire des lettres, je vais écrire des mails, peut-être un jour. Pour l'instant je peux pas le faire, parce que quand vous voilà, si je me sers de mes réseaux, j'ai essayé, je spécule pas, j'ai essayé. Mon réseau scientifique, et avec des prix Nobel, avec des mathématiciens de haute volée, etc. Mon réseau scientifique, ce qu'il me demande, c'est pas de lui envoyer quelque chose. Il me dit, surtout, ne dis jamais que tu me connais quand tu parles d'islam. On reste amis, mais tu sais à quel point c'est dangereux, je ne veux jamais être relié de quelque manière que ce soit à tes travaux. C'est ça. Et ils ont raison. Je ferai pareil à leur place. Et ils ont raison. On ne met pas de policiers à garder les labos du CNRS et les labos des universités. Ça coûterait trop cher et ça poserait trop de soucis puisque les populations universitaires sont composées de jeunes dont beaucoup ont été absorbés et détruits idéologiquement par l'islamo-gauchisme. Donc, il n'y a aucun... Mais voilà, c'est tout. Je dis quand même que c'est un handicap. Si vous le traitez comme une idéologie, bah vous allez dire les banalités que tout le monde dit juste avant d'être écrasé par l'islam, et vous l'êtes. On a vu Patrick Buisson se cracher avant de mourir, on voit des réseaux islamo-droitistes se construire, on verra Le Pen passer un contrat, si un jour elle vient au pouvoir, j'en doute, hein. Le Pen ou son équivalent passer un contrat avec les frères musulmans pour qu'ils organisent la discipline dans les banlieues, puisque la police française ne peut pas le faire. On verra l'interdiction du blasphème de l'islam. Et c'est tout. Vous aurez parlé dans le vide en disant faut pas le DSM5, blablabla, une idéologie ça se combat. Si l'islam était une idéologie, ça se saurait, ça se verrait. Il y a l'idéologie, c'est comment dire, c'est l'apparence visuelle. Quand on discute comme ça au café du commerce, on va tout appeler idéologie. Non, vous avez un relief, vous avez un contraste. Par exemple, le marxiste, c'est bien le communisme et le marxiste, et tout ce qui va avec, c'est bien une idéologie. Le nazisme, qui est le marxisme, hein. Le nazisme, c'est le marxisme à epsilon près. Ça rajoute juste le nationalisme, et le nationalisme, c'est rien. C'est pas... mais surtout, ça a remplacé les bourgeois par les juifs. Et le nazisme peut être classé dans les pathologies mentales. Parce que vous êtes passé des bourgeois, qui est une catégorie punchline, si vous voulez, c'est un mensonge injonction du paradigme marxiste pour s'affirmer, mais on peut le maintenir dans les idéologies. Par contre, le nazisme en remplaçant bourgeois par juif, et en ajoutant des frontières, mais ça compte pas, c'est pas. Mais avec tout, c'est exactement la même grille de lecture du monde et du réel. Le nazisme passe dans la pathologie, non pas parce qu'il change beaucoup de choses au marxisme, mais parce qu'il va passer la frontière volontaire, si vous voulez. C'est-à-dire que le malade, le nazi c'est un malade, hein, le malade va vouloir faire du marxiste, et à cause de sa psychose, de son état mental malade, il va remplacer une catégorie abstraite définie par sa manifestation opératoire à une désignation par la race, par le délire surnaturel. C'est-à-dire, un bourgeois, c'est pas défini par son ADN ou je ne sais quoi, vous voyez, c'est opératoire. C'est-à-dire que vous pouvez dire qu'une personne est riche ou pauvre en regardant ce qu'elle fait. Vous n'avez pas besoin d'aller fouiller son slip, vous n'avez pas besoin d'aller prélever son ADN et faire un test. On ne reconnaît pas les bourgeois à leur ADN. Enfin, à l'arrière, on pourrait essayer, mais bon, ce serait très compliqué. Le nazi dit, non, ça marche pas, les bourgeois, c'est trop vague et tout. Et donc le nazi, c'est le marxiste qui va tomber dans... Et je dirais de manière un peu involontaire, parce qu'il est malade, parce qu'il y a une psychose, il va chercher dans l'ADN ou dans la race ou dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la choucroute à redéfinir une des catégories de l'idéologie marxiste. Les deux sont des théories bidons. Hein, voilà. Marx, c'est pas reproductible, Hitler, c'est un malheur pour le monde. Les deux ont apporté la désolation et une souffrance inouïe, mais peu importe, je suis pas en train de dire elles sont vraies ou fausses, je suis en train d'expliquer comment on passe de l'idéologie à la pathologie. En désignant des démons et en plus en les faisant coïncider avec les juifs, le nazisme passe une barrière involontairement. C'est-à-dire que les malades, les nazis, n'ont pas cherché à tomber malades. Ils s'en rendent pas compte. Le marxisme, lui aussi, il est dans l'erreur involontaire, mais le marxisme, il est classé dans le complotisme, c'est-à-dire il attribue une intentionnalité globale à la bourgeoisie. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, je dis que sa méthodologie, sa façon de militer, enfin voilà, le marxisme typiquement, c'est un militantisme qui précède une réflexion. C'est je suis d'abord, et je parle même de Marx, hein, je suis d'abord militant, j'ai envie de voir le monde d'une certaine manière, et je vais chercher les ingrédients argumentatifs pour construire une théorie qui va me permettre d'avoir du succès dans le fait de voir le monde de cette manière. Et ce qui à la fin donne le communisme, c'est-à-dire l'affirmation, parce que le communisme on s'en fout, mais c'est le communisme plus la volonté d'affirmer à tout le monde que ça marcherait si on installait un système communiste. Voilà. Eh bien, l'erreur, elle n'est pas pathologique. Elle est courante, mais elle n'est pas pathologique. C'est-à-dire quelqu'un a envie, absolument, il dit si je bats des bras, je vais voler, il va écrire un bouquin,
il va convaincre plein de gens, il n'est pas malade, il est idéologue, il est marxiste si vous voulez. Et puis le problème, et c'est là que les conséquences sont très graves, il va décoller de son 10e étage de son immeuble en battant les bras. Et puis il va pas voler, il va s'écraser comme un steak haché. Et là, on a la gravité de l'effet, de l'erreur idéologique. Mais théoriquement, s'il est vraiment sincère, il va essayer de s'envoler en se jetant du 10e étage de son immeuble et en battant des bras. Théoriquement. Voilà. Eh bien, le nazisme, lui, il va faire pareil. C'est-à-dire, il va mettre en application, il va faire la Shoah, si vous voulez, il va mettre en application son truc. Mais si je dois rejoindre l'image avec l'immeuble, le nazisme, qu'est-ce que je pourrais, c'est pas évident. Bon allez, on va dire, c'est pas ce que je voudrais dire, mais il va être sur le sol, il va battre des bras comme un con. Voilà, et il va pas décoller, il va pas forcément décoller. Donc il va se faire enfermer à l'hôpital psychiatrique. Le marxiste, il va s'écraser comme un steak le premier, le deuxième il dira ah mais non, il y a des alinéas, il y a des choses, voilà, et il va finalement il va conduire les autres à se cracher, voilà, bon mais c'est pas, je regrette un peu ces images. Mais bon, il faut pas dire il y a les idéologies, il y a les maladies, tout ça c'est bien carré, non, vous avez des frontières qui sont floues, vous avez des marches qui sont floues, mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Il y a bien sûr une idéologie qui émerge de l'islam, mais elle n'est pas, ça sert à rien de la combattre, c'est un symptôme, hein. C'est comme si vous prenez c'est comme si vous preniez des antidouleurs pour guérir une maladie grave. Voilà, l'idéologie islamique, elle n'a pas d'adhérent. Tout simplement, elle n'a pas d'adhérent sincère. Le musulman lui-même sait que le Coran et l'islam c'est de la merde, il le sait très bien, il le voit, il est comme tout le monde, hein, il n'a pas besoin de faire un dessin. Mais sa démarche, elle n'est pas dans une adhésion, elle est dans je refuse de désobéir à ça car ça vient d'un Dieu, de Dieu qui a tout créé et qui promet que si j'y désobéis, je serai brûlé vif éternellement après le passage sur terre et donc j'obéis. Voilà, c'est tout. Il dit pas c'est bien, il dit j'obéis. Alors après, en public, il est obligé de dire qu'il y adhère. Et vous avez un islam business qui est très important. Vous avez tous les pédocriminels qui s'inscrivent et inscrivent leur carrière dans l'activisme islamique, dans la mafia islamique mondiale, pour évidemment aller sur les marchés des fillettes, acheter des produits de consommation, les violer, etc. Il s'agit de 14 millions de petites filles chaque année qui sont ainsi achetées, consommées, sacrifiées par l'islam, dont à l'intérieur de cette consommation, de cette monstruosité islamique, dont un certain nombre de gens qui sont des cyniques, c'est-à-dire ils ne sont pas musulmans, mais ils font semblant de l'être parce que ça leur donne accès à ces marchés. Et ils développent une carrière et ils veulent être près d'un marché, ils veulent habiter près d'un marché aux fillettes pour pouvoir les violer. Voilà. Ils veulent être dans un système qui leur donne un accès aux produits femmes, comme on va faire ses courses au supermarché, et donc ils se battent pour ça. Voilà. Mais eux ne sont pas forcément sincèrement musulmans. Le monde est divers. Vous avez de l'islam business. Mais l'islam ne se résume pas à l'islam business, et globalement se maintient, non pas en tant qu'idéologie à laquelle les gens adhèrent, mais grâce à un chantage et un vidage neurologique culturel. C'est-à-dire que l'islam va infuser dans vos cellules, vous vider, vous remplacer, ou s'il n'y a rien, les remplir. Il y a toujours quelque chose, hein. Pas forcément une identité culturelle, mais il y a toujours quelque chose. Il va prendre possession de votre organisme, vous vider de son ancienne substance, et vous allez vous retrouver uniquement musulman. Vous ne serez pas autre chose que... voilà. Et dire je combats l'idéologie islamique, comme dire je combats le communisme, c'est une erreur majeure, absolue. C'est refuser d'évaluer ces soldats. Le soldat communiste croit au communisme. Le soldat islamique croit qu'il a l'obligation de se soumettre à cette idéologie totalement pourrie, et il est conscient que c'est pourri, pour éviter des malheurs post-vie terrestre.